Bonjour à toutes et à tous. On est dans la F2M Toulouse, l'émission consacrée uniquement au TFC. Et là, nous sommes confinés, nous sommes nombreux avec vous pendant une petite heure, un peu plus, en direct sur les réseaux, puisqu'on a lesviolets.com avec JB, Emmanuel et Anthony. Comment ça va, les gars? Ça va, merci. Ouais, Tout le monde. On a deux nouvelles voix, puisqu'on on a l'habitude de JB, mais Anthony et Emmanuel, on vous entend pas tout le C'est temps. Donc, vrai. cette occasion de vous découvrir, ça va être agréable. On est On a ravis. nos milieux relayeurs, j'ai envie de dire, avec la feuille de match. On a Mehdi, Nathan et Vincent. Comment ça va, les amis? Ah ben, ça va très bien. Je suis venu accompagner d'un copain. Un ancien. C'est ça, l'ancien. Ne m'interroge pas au début, j'ai toujours pas fini le quiz. Hein. Ça marche. Vincent, ça va? Ça va très bien, toujours un téléchômage, toujours le bonheur. Et notre meilleur défenseur, bien entendu, c'est la 10 qui est représenté par Yves. Comment il va, Yves? Eh bien, écoute, ça va bien, avec quelques news à vous donner, donc c'est pas mal. Bon, parfait. Aujourd'hui, ça va être chargé. Vous avez vu, on est nombreux. Vous allez pouvoir réagir aussi en direct sur les réseaux, sur la page de lesviolets.com sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous poser des questions. Le programme pour aujourd'hui, on vous l'avait annoncé un peu en amont, mais on va vous le répéter. C'est les diffuseurs TV ne veulent plus payer pour la Ligue 1. Pourquoi Sadran est mandaté pour négocier avec Canal et beIN? Peut-être que son rôle de négociateur peut être bénéfique au TEF. On va encore réagir sur la canne des Indians qui a passé les 10 000 euros et on va parler aussi du club et des joueurs, pourquoi ils se sont un peu dispersés autour de ça et quel est le rôle aussi de la fondation TFC dans ces dons. On fera un tir au sur le communiqué de presse du TEF. Ensuite, on va essayer de faire un petit top 3 et un flop 3 des joueurs depuis le début de la saison. Et là, je pense qu'il va y avoir de grands débats. Et comme vous l'avez compris, Mehdi est en train de nous peaufiner le quiz de cette fin d'émission de confinement. Est-ce qu'on Voilà, va arriver messieurs. au top 3? C'est quand même la question. Moi, j'ai réfléchi, bon, on verra. Messieurs, c'est la 63e, c'est la deuxième en vidéo et j'ai envie de dire que c'est parti pour cette émission spéciale confinement F2M Toulouse. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Armada de la tête. Incroyable. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. On va commencer du coup avec cette question sur les diffuseurs TV. On a appris que Canal et beIN ne voulaient plus payer les droits TV. Alors, ils ne veulent plus payer la fin des droits TV. Il y a une question de prorata aussi qui est en jeu. Et on a notre cher Olivier Sadran qui a été élu par la Ligue avec 4 autres présidents pour aller négocier. Qu'en pensez-vous de cette nomination de notre cher Olivier Sadran? Ouais, Oui, peut-être interroger quelqu'un parce qu'on est neuf. Vas-y, Yves. Pardon. c'est assez surprenant que la Ligue le désigne lui alors qu'il avait claqué la porte de la Ligue. Voilà, donc Ouais. c'est assez surprenant. Après, d'autant plus avec l'annonce et les rumeurs de vente du club. Donc, est-ce que c'est pas une façon de se remettre en avant aussi pour montrer qu'il est présent et faire grimper les enchères sur la vente du club? Voilà, il y a pas mal de choses qui sont de questions qui sont à se poser. Après, la négociation, il faudra déjà voir quelle est vraiment leur volonté de négocier, vers quoi ils s'orientent, parce que pour le moment, ils disent juste qu'ils vont aller discuter avec les diffuseurs, puisque les diffuseurs sont partis du principe qu'on ne leur fournissait pas ce pourquoi ils étaient censés payer, donc ils n'allaient pas payer, ce qui semble plutôt logique au vu des choses. Après, ce qui est assez surprenant, c'est que justement, on essaye de négocier là-dessus, alors qu'on sait très bien que pour le moment, il y a d'autres questions plus importantes, mais on sait aussi que les clubs, certains clubs sont très en danger, puisque ils vont peut-être se rendre compte enfin que compter uniquement sur les droits télé, ça ne peut pas leur permettre de survivre. Voilà. Et ce qu'il faut préciser aussi, Yves, c'est qu'on a ces quatre présidents étaient élus
par la Ligue, mais en même temps, en contrepartie, on a les présidents qui eux-mêmes se sont réunis pour un peu contrer cette nomination parce que c'était Nathalie Bois de la Tour qui a fait ça. Donc, on a 8 autres présidents qui vont aussi faire d'autres réunions entre eux. Enfin, c'est un peu particulier, ce genre de guéguerre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être quelqu'un des violets là pour réagir, Anthony ou Manuel. Oui, après, ça, c'est une information qui est sortie hier. Je pense qu'il y a un vrai divorce, on va dire, entre la Ligue et les présidents de club. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je pense que la situation actuelle n'a fait qu'aggraver le cas. Après, je pense que d'un côté, ça a ses avantages. Il y a dans les 4 qui ont été élus, je crois que c'est Sadran, Hérault, River et Al Khelaifi. C'est 4 bons interlocuteurs qui ont du réseau. Donc, je pense que c'est une bonne façon de le faire. C'est pas la plus honnête, mais je pense que pour le bien du club du foot français et l'économie du foot français, c'est une bonne chose, je pense. Ouais. C'est une bonne chose, mais comme tu l'as bien souligné, c'est surtout la guéguerre entre la Ligue et nos présidents, là, pour le coup. Ouais, mais c'est super particulier puisque la Ligue, c'est essentiellement les présidents de club. Faut pas se mentir. Ils en élisent 4 à l'unanimité. Ouais. Derrière, il y en a d'autres qui vont faire scission. Au bout d'un moment, ils perdent toute crédibilité. D'autant plus si on en croit les infos qui veulent que Olivier Sadran ne soit là essentiellement par la volonté du diffuseur et que c'est une volonté du diffuseur d'avoir Olivier Sadran pour négocier. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Oui, Mehdi. Sadran, on le sait, il est proche de Nasser et Nasser, il a un rôle à jouer. Parce qu'il est président du PSG, mais il est aussi, alors je ne sais pas s'il est dans le directoire de la chaîne, mais il est aussi sur BeIN Sport. Et voilà, de ça reste le Qatar. Donc le fait que Sadran soit proche de Nasser, à mon avis, ça doit jouer aussi dans sa présence. Ça doit jouer, mais aussi le fait que Nasser soit présent, ça crée aussi peut-être un peu un petit flou aussi dans tout ça. Parce que même pour l'année prochaine, parce que BeIN n'aura plus Canal a acheté les droits de BeIN, donc il sera aussi encore présent les années suivantes. Ça pose quand même des questions sur le foot français et voilà, et l'omniprésence du Qatar qui est présent au niveau sportif, au niveau des droits, qui est présent un petit peu partout, quoi. Voilà. C'est un petit peu particulier. Une réaction, Nathan, sur tout ça? Après, je vais pas rajouter grand-chose. Voilà, il est là-bas, il prêche un peu pour sa paroisse. Son but aussi, c'est de ne pas laisser énormément de trous dans les caisses en cas d'une vente hypothétique du club. Donc, moi aussi, je n'ai pas forcément bien cerné pourquoi il a été réquisitionné comme ça pour négocier les droits télé. Mais après, je pense aussi parce que c'est un bon élève sur le plan financier qui arrive à gérer son club. Je ne sais pas si ça a une incidence sur le fait qu'il ait été appelé. Donc voilà, je n'ai pas énormément de choses à rajouter non plus. Je pense qu'il y a un truc qui peut… JB, vas-y. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui peut avoir joué un peu aussi, c'est qu'il a quand même une certaine ancienneté maintenant en tant que président, Sadran. Ça fait 17 ans qu'on est en Ligue 1. Donc ça peut lui avoir donné un peu de légitimité, puisqu'il y a pas mal de… J'ai l'impression que ça a pas mal bougé quand même, la présidence des clubs ces dernières années. Ça peut être une des raisons. JB, là je vais mentionner les violets, je vais me tourner vers toi. J'ai envie de te dire, un retour dans le game d'Olivier Sadran? Ouais, on l'a écrit. Non, mais c'est vrai que, bon, après, au-delà de tout ce qui se passe dans le foot français, dans ce qu'on peut se demander sur fin de saison, pas fin de saison, et ça, on va en reparler, c'est vrai que l'attitude d'Olivier Sadran, elle est quand même particulière parce que il y a 4 ans, il claque la porte de la Ligue. Vous savez qu'il était quand même au conseil d'administration de la Ligue. Il s'est embrouillé avec une grande majorité de présidents. Il a dit plus jamais je remettrai les pieds dans ce conseil d'administration. Et d'ailleurs, depuis, on ne l'a jamais revu dans des négociations, dans des réunions, même se prononcer sur le foot français, etc. Et là, il joue un peu sauveur de la patrie. Alors, effectivement, peut-être que c'est à la demande de Canal. Voilà, ça, en tout cas, c'était l'information de l'équipe. Mais c'est vrai que s'il s'en fout autant du TFC tel qu'on l'entend et tel qu'on le dit, s'il veut vendre le club, pourquoi il se remettrait lui-même en avant alors que finalement, il y a d'autres présidents qui ont aussi une légitimité et une expérience, comme le dit Emmanuel. Je sais pas, évidemment, je pense à Aulas, mais il y en a peut-être d'autres, un Laurent Nicolin, même un Desplats de Guingamp.
bon, même s'ils sont plus en Ligue 1, un Kita, enfin, il y a plein de, même un Caillot de Reims, il y a des gens qui ont cette expérience-là. Pourquoi ce serait lui? Et moi, je m'interroge surtout, et je n'ai pas la réponse, j'aurais bien aimé avoir la réponse, c'est quelle est la stratégie aujourd'hui d'Olivier Sadran? Est-ce que c'est juste purement sauveur de la patrie du foot français de récupérer le maximum de droits télé possible pour sauver l'économie du foot français? Ou alors, est-ce qu'il y a un intérêt pour le TFC et pour lui-même? Alors, est-ce qu'il veut vendre le club en laissant des finances saines et sans avoir à remettre à la poche? Parce que s'il y a une perte de droits télé, ben, les comptes économiques du club seront forcément impactés pour la vente. Ou alors, est-ce qu'il est de retour dans le game? Il voit que la vente du club a capoté ou va capoter pour X ou Y raison. Et finalement, il sait qu'il a besoin de cet argent pour pouvoir démarrer soit en Ligue 2, soit en Ligue 1 une saison prochaine avec le maximum d'économies possible. Et parce qu'il faut aussi rappeler que le business d'Olivier Sadran, Newrest, à côté du TFC, est impacté. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'avions, il n'y a quasiment plus de trains qui roulent sur la planète. Il y a eu un article dans l'Équipe et il y a quelques échos. Newrest, on verra, ils vont communiquer sur leurs chiffres dans les prochains jours, je pense. C'est quand même une grande entreprise, mais force est de constater que l'entreprise d'Olivier Sadran sera impactée et par conséquent le TFC aussi. Vincent, tu as des réactions apparemment? Ouais, il y a quelques commentaires sur le live Facebook. On a David qui dit que pour lui c'est normal parce que c'est un homme d'affaires, donc il est fort en négociation. Il y a Xavier de la feuille de match Club Toulouse et aussi avec nous de temps en temps qui dit que Sadran est moins clivant que Olas ou Kita, donc ça peut peut-être aider au niveau négociation. Et on a aussi Enguerrand qui demande des nouvelles de Firmin Moubélé. Il va bien, il va bien. Nouvelle de Firmin Moubélé, on en a donné sur le site il y a une semaine. Hein. Donc, il a dit la Ligue 2, c'est fort. La réaction de Xavier, je suis totalement d'accord avec lui. Il y a le côté clivant de certains présidents qui font qu'ils ne draineront pas de monde derrière eux. Et c'est vrai que la réputation de capitaine d'entreprise et de négociateur hors pair d'Olivier Sadran, que ce soit dans les affaires de transfert, etc., a peut-être joué dans l'affaire. Après, la question de savoir si c'est lié à une envie de rester dans le game ou pas, on sait qu'Olivier Sadran aime quand même s'il ne le dit pas, se rendre indispensable et être vu comme indispensable. Donc, ça peut jouer aussi et c'est certain que dans le cadre de la vente du club, il a tout intérêt à se montrer comme un homme fort parce que c'est pareil, ça le mettra en position de force dans les négociations avec les potentiels acheteurs. Ouais. Après, c'est cette question des droits TV, quand même, on l'avait déjà un peu on a déjà un peu parlé la dernière fois là, mais c'est vrai que tout est mis en jeu autour de ça, sur l'économie du football et des droits TV. Ce qu'il faut savoir, c'est que eux, les présidents, ils veulent avoir la dernière partie, si je ne dis pas de bêtises, alors que eux, les diffuseurs, ne veulent pas donner la dernière partie parce que ça n'a pas été joué. Et c'est pour ça qu'on a aussi une sorte de pression d'un peu tout le monde pour finir à tout prix le championnat. Et si on écoute un peu les instances du football, pour le moment, enfin, ça c'est mon avis, hein, attention, mais pour moi, ce championnat va se finir parce qu'elle est de l'avenir du football français économiquement parlant. Et est-ce que là, on n'a peut-être pas un vrai danger aussi par rapport à tout ça? JB, vas-y, pardon. Ouais, pardon. Non, il y avait une étude assez intéressante dans l'Équipe, c'est qu'il est à peu près sûr, même si le championnat reprend dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, qu'il y aura une chute des droits télé, puisque forcément, il y aura une réorganisation du calendrier et il faudra jouer les 10 dernières journées en mode accéléré. Et l'équipe avait expliqué que la LFP travaillait déjà sur plusieurs scénarios, dont un scénario avec, par exemple, tous les matchs en multiplex ou quasiment tous les matchs en multiplex sur une même soirée pour pouvoir vite enchaîner les rencontres. Et forcément, pour les diffuseurs télé, c'est beaucoup moins intéressant que d'avoir des matchs éclatés du vendredi au dimanche soir. Mais ça, ce sera quasiment pas possible. Il y aura aussi une perte un petit peu d'intérêt du football. Ce sera des matchs à huis clos, quasiment sûr à huis clos jusqu'à la fin du championnat. Donc la baisse des droits télé, elle est quasiment déjà actée. Mais entre perdre peut-être 10, 20, 30% des droits télé ou une plus grande partie, comme c'est le cas actuellement, puisque si tu additionnes Canal et beIN, grosso modo, c'est 200-220 millions d'euros.
C'est énorme. Et pour un club comme Toulouse, à la fin de la saison, ça peut représenter 4, 5, 6, 7 millions d'euros en moins par rapport à ce qu'on aurait dû toucher en droit télé, Ligue 2 ou qu'on soit relégué ou qu'on soit maintenu. Et pour un club comme Toulouse, c'est absolument énorme. Et pour aller même encore plus loin, cette crise sanitaire qu'on est en train de traverser, elle aura forcément un impact, sans même parler des droits télé, sur le mercato. On voit qu'en Angleterre, c'est aussi une catastrophe économique, puisque même les plus grands clubs demandent à leurs joueurs de baisser leur salaire. Et on connaît le business model du TFC, et le prochain qui devait partir en Angleterre et donc remettre à flot les finances du TFC dans un temps normal, s'appelait Ibrahim Sangaré. Et aujourd'hui, Ibrahim Sangaré, c'est pas certain qu'il parte en Angleterre pour 15 ou 20 millions d'euros comme c'était prévu cet été. Et ça, ce sera un gros manque à gagner pour le TFC. Oui, ça va être pour tous les clubs aussi. Yves? Ouais, après, moi, ce que je note encore une fois, c'est qu'on se rend compte que tout miser sur les droits télé, c'est une erreur. Voilà, on en a l'exemple avec ce qui est en train de se passer là. Par contre, on n'a toujours pas entendu un président ou quelqu'un se préoccuper des supporters, puisqu'ils préfèrent finir la saison à huis clos pour les télés. Et les supporters, on fait quoi avec les abonnements? On bouge comment? Voilà, pour l'instant, il y a un mépris total à nouveau sur la position des supporters. J'avais déjà évoqué, si la saison ne se termine pas, ou voilà, comment on joue, c'est assez particulier. Donc je sais pas, on se rend compte encore une fois que le supporter dans le business model du football moderne français, on se fout complètement de lui et qu'on préfère avoir des stades vides pour la télé que des supporters. Alors qu'on s'est bien rendu compte que c'était un business model qui ne fonctionnait pas, puisque c'était l'objectif de la Coupe de la Ligue, et on a vu comment ça a coulé corps et âme. Mehdi, tu voulais réagir? Ouais, juste pour revenir sur les transferts, sur ce que disait JB, il y a une étude, je crois que c'est l'Observatoire du football, c'est autour de 28-30% de baisse de valeur pour la plupart des joueurs. Ils parlent de l'entièreté des effectifs, donc on imagine que ça sera à peu près la même chose aussi sur le marché des transferts. Et le TFC, si on continue le championnat, bon, il y a une grande partie de chance qu'on descende en Ligue 2. Et il n'y a pas que Ibrahim Sangaré aussi qui doit partir. Il y en aura sûrement d'autres, je ne sais pas moi, Diakité, les Yaizeka, Koulouris, etc. Et même ces joueurs-là qu'on aurait pu vendre peut-être 5, 6, 7 millions d'euros, eh ben, le TFC va avoir besoin d'argent. Et ces joueurs-là, ils ne vaudront peut-être plus que 2, 3, 4 millions d'euros. Et il y aura aussi une perte là-dessus, quoi. Et dans le même temps, ce sera difficile. Dans le même temps, Mehdi, pour aller plus loin de ce que tu dis, ce sera difficile aussi d'acheter parce que les clubs, ils voudront aussi garder la plupart de leurs joueurs, leurs meilleurs joueurs, pour pouvoir, parce que ce sera vraiment un mercato qui sera vraiment atypique. Et calme en plus. Mais pour moi, tout va s'annuler en fait. Parce que tout le monde est dans le même cas. C'est pas comme s'il y avait qu'un endroit qui était touché. C'est vraiment global et tout le monde est concerné. Donc tout le monde va être impacté et a priori des retours que l'on voit, des stats économiques, etc. Tout le monde va être impacté de la même manière. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va faire exploser la bulle des transferts du football, ça effectivement. Donc il y a certains clubs qui n'ont basé leur économie uniquement sur le trading de joueurs qui, eux, vont se retrouver très, très en difficulté, à mon avis. Mais après, dans la mesure où tout le monde va être impacté pareil, on va avoir une chute des budgets, une baisse des salaires pour les joueurs, une baisse du coût des joueurs. Mais je ne suis pas certain que ça change grand-chose au niveau des clubs en eux-mêmes pour ceux qui ont des business models sains et des finances saines. Par contre, je me pose plus de questions sur des clubs comme Marseille, Lille, qui ont des business models qui n'étaient viables que via des ventes énormes pour combler les trous qui étaient déjà faits. Et ça risque d'être beaucoup plus dur pour des clubs comme ça que pour un club comme le TFC qui devra peut-être vendre 5 ou 6 joueurs au lieu d'en vendre un seul. Mais ça semble beaucoup plus viable que l'OM qui était menacé par le fair play financier et qui devait trouver 60 millions d'euros à la fin de la saison, par exemple. Sachant qu'on n'est pas non plus à l'abri d'une remise en cause de toutes ces règles-là. Le fair play financier était annulé, je crois, non? Il y a pas que le fair play financier qui a été suspendu là pour cette saison. Oui, quand même. Oui. Ouais, c'est bien comme ça avec le TFC quand même. Ouais. Mais est-ce que par exemple, les Espagnols, on pourrait pas
s'inspirer un peu de leur modèle qu'ils ont mis en place avec la fédération espagnole qui veut débloquer. Alors, je ne veux pas dire de bêtises sur le chiffre, mais qui veut débloquer une certaine somme d'argent justement pour aider les clubs professionnels espagnols. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer un peu de ça, nous aussi en France? Au détriment des clubs amateurs. Ouais. Il faut que la Fédé et la Ligue s'entendent aussi, c'est pas gagné, quoi. Anto, tu as écrit un article hier soir, il y a une option de prêt pour les clubs professionnels, Ligue 1, Ligue 2. 250 millions d'euros, ouais, sur un appel d'offres en gros de 250 millions d'euros, où ce seraient des investisseurs américains surtout qui seraient intéressés pour combler ce manque à gagner. Et voilà, ce serait d'ailleurs l'article en question où il disait que on en revient à la question du petit comité qui s'est formé en extérieur, en aparté de la Ligue. Et ce serait le président de Lille, Gérard Lopez, qui serait en ce cas-là prêt à discuter avec les investisseurs américains, puisqu'il est bien réputé là-bas pour les affaires. Et voilà, pour discuter à propos de ça, voilà, de ce prêt de 250 millions d'euros pour combler le manque à gagner du fait des droits télé. Il est toujours dans les bons coups des prêts toxiques, ce gars-là. Parce que si les Américains viennent prêter 250 millions comme ça, va falloir voir les taux d'intérêt, etc. Parce que c'est pas des philanthropes et ils viennent pas dans le football pour faire plaisir au football français. Pas les Américains. Ça leur rapporte au taquet. Ouais, c'est quand même particulier tout ce qu'on est en train de vivre, messieurs. Vincent, tu as des réactions, non? Oui, il y avait 2-3 réactions sur le live Facebook qui allaient quand même plutôt dans le sens des propos d'Yves. On a Pierre qui disait cette crise peut aussi permettre de rebattre les cartes sur l'organisation du football. Une saison sur une année civile, un seul mercato. On a Anouk qui disait d'accord avec Yves, les supporters, ça s'en fiche, ça rapporte pas. Et on a aussi des petits conseils qui nous rappelleront les mercatos 13 Europe de l'Est il y a quelques années. C'est Stéphane qui nous propose de faire son marché en Biélorussie vu que c'est le seul championnat encore actif. Ben, à voir, il y a des vrais passionnés, j'en suis sûr, qui doivent mater des matchs de Biélorussie. C'est sûr. Messieurs, de toute façon. Il joue encore, quoi. 36, 37, 38 ans. Putain, tu parles loin, Mehdi, tu parles loin. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Messieurs, on va repasser au sujet un peu plus sensible toulousain, j'ai envie de dire. Alors déjà, une belle fierté, parce que nos Indians Tolosa ont atteint les 10 000 euros de cagnotte. Elle est toujours ouverte, on vous le rappelle. Ils ont fait plusieurs livraisons aussi. Mais il y a toujours ce rapport un peu, ce paradoxe un peu du club qui, on ne sait pas trop ce qu'il fait dans tout ça. Déjà, avant de commencer, Yves, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là, sur cette cagnotte des Indians? Bah, écoute, pas beaucoup plus. La cagnotte est toujours ouverte. Les livraisons continuent à s'enchaîner. Voilà, c'est un beau succès. C'est un succès au niveau local. C'est un succès au niveau même national, j'ai envie de dire, puisque beaucoup de groupes ont embrayé derrière et ont monté des opérations similaires. Ça a fait du bruit même au niveau mondial, puisqu'on a vu passer un article dans un journal argentin sur l'initiative justement des Indians. Donc c'est un train de… Voilà, ça montre une belle image des supporters. Ça montre que on ne peut pas les réduire à des abrutis qui foutent le bordel en tribune, qui a un énorme rôle social qui est souvent nié au groupe de supporters, mais qui est bien réel. Et là, on se rend bien compte que leur capacité à fédérer, à organiser des choses, leur capacité à gérer de la logistique, etc., est très intéressante. Et qu'en temps de crise, ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est plutôt une très, très belle initiative et on peut que trouver dommage le manque de réactivité du club à soutenir l'initiative. Voilà, puisqu'ils ont tardé à relayer la décision et voilà. C'est clair qu'ils ont tardé parce qu'ils ont fait leur premier communiqué 2 semaines après l'ouverture de la cagnotte, c'est ça?
si je dis pas de bêtises. J'ai plus les dates, non, c'est quelques jours après, il me semble. 8 jours après, 8 jours après, la cagnotte a été en ligne le 18 mars, ils ont fait le 10 ou 11 jours après. Voilà. C'est quand même sacrément dommage. C'était un chômage partiel, on ne peut pas tout demander. Comme j'apparais tout en temps normal, alors là, voilà. Et du coup, vas-y, j'y vais. Je ne sais pas le sujet sur lequel tu vas partir, dis-moi. Vas-y. C'était par rapport au rôle de la fondation dans ces dons. Ah ok, donc après, je pense que l'heure n'est pas à la polémique et en vrai, mieux vaut tard que jamais. Et ils ont partagé l'initiative des Indians. Et au final, ils auraient pu ne pas le faire, fermer les yeux à quelques critiques, à quelques tweets, et puis dire, de toute façon, nous, on va faire un don de notre côté, et puis vous faites ce que vous voulez, votre opération est louable, mais on ne la relaie pas. Malgré tout, je ne peux pas m'empêcher, alors il y en a qui vont me traiter de haters ou autre, mais je ne peux pas m'empêcher que ce soit assez symptomatique de ce qui se passe dans le club. C'est-à-dire qu'on a toujours un train de retard, c'est-à-dire qu'il y a quand même une belle occasion de tendre la main à ses supporters, et pour le coup en plus c'est plus fidèles supporters, et ils l'ont pas saisi finalement, ils n'ont pas saisi la balle au bon, ils ont pas su enfin c'est con, mais stratégiquement c'était le bon moment peut-être pour renouer un peu un semblant de dialogue entre les Indians et le club, et encore une fois c'est une occasion manquée. Ils ne citent pas les Indians dans le communiqué, ils relaient 10 jours après, alors qu'ils avaient très bien vu la cagnotte bien avant, dès qu'elle a été sortie. Il y a plein de médias qui en ont parlé, c'était relayé sur pas mal de réseaux, nous on en a parlé sur le site, etc. Donc, encore une fois, je trouve que c'est… Je ne sais pas ce qu'ils ont contre les supporters, mais les Indians, le grand public, lesviolets.com, je ne sais pas ce qu'ils se disent. Moi, j'aimerais bien être une petite souris et savoir ce qu'ils se disent dans les réunions, qu'est-ce qui les fait chier, parce que clairement, on les fait tous chier, mais je trouve ça un peu dommage qu'ils n'arrivent pas à tendre la main vers les supporters, et en plus les plus fidèles supporters. Voilà. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Et finalement, ce qui s'est passé avec cette petite anecdote autour de la cagnotte, je trouve que c'est un peu symptomatique de ce qui se passe dans le club, c'est-à-dire qu'on a toujours un temps de retard. Alors, le pire dans ce que tu viens de dire, c'est que clairement, hein, quand on en discute avec eux, les supporters ne les font pas chier. Mais on en est toujours sur la même chose, c'est que ce club ne sait absolument pas communiquer. Et donc, quand il communique, soit c'est fait à l'envers, soit c'est maladroit, soit c'est fait avec 6 mois de retard et ça tombe complètement à plat parce que c'est fait totalement en dépit du bon sens. Voilà, c'est juste des stratégies de communication essentiellement qui font que ça tombe à l'eau et que c'est super maladroit. Tout comme ils sont venus communiquer sur leurs dons qui, je pense, ont été faits très rapidement, tu vois, comme la mise à disposition du centre de formation, etc. Sauf qu'ils se sont dit, ouais, non, on ne va pas communiquer là-dessus parce qu'on ne va pas se mettre en avant. Et que donc, au moment où ils communiquent, ça donne l'impression qu'ils prennent le train en marche et qu'ils essayent de rattraper les choses à la dernière seconde. Après, je peux me tromper. Ils l'ont fait parce qu'il y avait quelques critiques qui commençaient à arriver sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont venus communiquer. Donc, c'est justement ça. C'est la stratégie qui est complètement stupide. Et on en revient toujours à la même chose, à ce qu'on leur reproche depuis longtemps, mais sur plein de sujets. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas communiquer, ne savent pas mener une communication déjà en temps normal. Alors, mener une communication en temps de crise, tout comme la communication de toute cette saison est tombée à plat en permanence parce que ce club ne sait pas mener une communication. Et donc, quand tu dois en plus mener une communication de crise, tu imagines bien que la complexité étant là en prime, voilà, et tout est fait à l'envers. Donc, ils ont voulu aider sans se mettre en avant très certainement, et à pas vouloir se mettre en avant, au moment où tu viens de dire « Ouais, mais attendez, nous aussi, on a fait quelque chose », le grand public se dit, mais voilà, 15 jours après, ils prennent le train en marche complètement à l'envers. Donc, c'est catastrophique pour l'image du club, encore une fois. Et c'est génial parce que même dans des initiatives qui sont bonnes et qui sont louables, parce que toutes les initiatives sont bonnes à prendre dans la crise qu'on est en train de vivre. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Et c'est malheureux, encore une fois, de réussir à passer pour des glands alors que les choses sont faites de façon plutôt logique. Voilà.
Vincent. J'ai une question sur le live, une question de Pierre qui demande si le communiqué du club a quand même eu un effet sur la cagnotte, accélérer les choses ou pas du tout. Non, non, non. Ça avait déjà été tellement communiqué, tellement relayé que ça n'a pas dû rapporter beaucoup de choses sur le moment. Après, la cagnotte a été bien lancée, les gens sont bien au courant, elle tourne. Donc voilà, mais il n'y a pas eu de pic de participation suite à cette communication-là. On n'a pas vu la cagnotte s'enflammer à ce moment-là. Emmanuel, on t'a pas trop entendu, toi, par rapport à cette cagnotte des Indians, c'est les réactions du TEF. Ouais, sur la Quel est ton- non-action du TEF, je pense que c'est ce que disait JB aussi, c'est que c'est symptomatique de tout ce qu'on sait du club et de son absence de communication habituelle. Et ça, je pense que c'est juste lié à leur vision du club et de ce qu'est un club de foot. Enfin, pour moi, c'est impensif, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas acquis le fait qu'un club de foot, c'est pas une entreprise comme une autre et que le supporter là-dedans, même s'il a pas même si c'est pas un acteur économique direct, il est investi, c'est lui symboliquement qui est une sorte de symbole de l'histoire du club et qui va se faire chier tous les samedis à avoir des matchs à la con. Donc je pense que c'est juste un problème de vision même de ce qu'est un club de foot. Et ça changera jamais. Enfin, tant qu'ils seront là, ils auront cette vision-là. Donc on continue à s'en offusquer et c'est normal, mais ça changera pas tant qu'ils seront là, quoi. Ça, c'est clair. Et ça, tu as soulevé le bon problème, je pense. Bah, ils loupent toujours un peu le. Dès qu'ils ont le moyen de se rattraper, en fait, ils loupent le coche, quoi. Moi, j'ai surtout cette impression-là. Et c'est pas la première fois qu'on le dit. J'ai l'impression que chaque semaine, dès qu'il y a quelque chose de bien et qu'ils sont encore à la bourre, on dit toujours putain, là, ils avaient l'occasion de se rattraper et ils l'ont pas fait. Et genre, ça se répète de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Le geste en lui-même, il n'est pas mauvais. C'est juste le timing qui est acheté, vous avez vu. C'est impressionnant. Mais j'ai envie de dire... Ouais, vas-y. J'ai envie de dire, c'est à tous les niveaux du club. Hein. Dès qu'on a l'occasion de se sauver sur un match parce que ça commence à tourner bien, on loupe le coche. Dès qu'un attaquant a l'occasion de se remettre en selle en marquant un but, il réussit à rater l'immanquable. Et en fait, tu as l'impression que ce club est une suite d'actes manqués. Je pense que ce serait à psychanalyser en profondeur, mais c'est assez symptomatique de ce qu'est le club dans sa globalité, en fait. Carrément, carrément. Nathan, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais après, je vais revenir sur ce qui a été dit. Enfin, le geste en lui-même, il est top, quoi. Enfin, mais c'est toujours une question de timing. On l'a dit au début, là, je vais un peu répéter ce qui a été dit, mais l'occasion a été. C'était donné pour eux de pouvoir faire un pas en avant vers les supporters, pouvoir faire, je sais pas, une cagnotte commune. En plus, ça aurait montré un bel élan de générosité dans cette période difficile. Mais voilà, il y a toujours le problème de timing, le communiqué qui arrive 10 jours après, un pauvre partage sur Facebook où ils ont relayé où ils ont cité pour la première fois les Indians. Donc voilà, c'est symptomatique de ce qu'est le club aujourd'hui, quoi, en termes de communication. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment dommage tout ça. En tout cas, les Indians, ils continuent avec leur cagnotte. On vous remettra le lien pour continuer d'y participer parce qu'elle fait que monter de jour en jour et c'est important d'y participer. Messieurs, on a fait le tour, je pense, autour de cette cagnotte. Sauf si quelqu'un veut rajouter une dernière chose avant qu'on passe à la suite. Vas-y, Ouais, je voulais juste. Ah, pardon. Non, vas-y. Ou Vincent. Juste, je voulais dire, c'est quand même dommage de ne pas avoir communiqué avant. C'est quand même un endroit qu'ils connaissent bien, les hôpitaux, avec tout ce que Sanogo a rapporté aux hôpitaux de Toulouse. C'est dommage de ne pas aller dans ce sens-là, quoi. Fait que ça tombe. Bon courage. Putain, mais c'est pas possible. Non, non, mais tout ça pour dire que ils n'ont pas été bons, pour pas dire autre chose. Malgré tout, leur geste est louable et mieux vaut tard que jamais. Et on est toujours dans la crise et il faut quand même souligner qu'ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait. Je reste convaincu que c'est symptomatique de ce qui se passe dans le club et qu'ils auraient pu mieux le faire. Je pense qu'ils auraient encore dû mieux aider les Indians. Ça aurait été un beau geste envers les Indians et envers le personnel hospitalier. C'était un strike. Ils ne l'ont pas fait. Occasion manquée.
Bon, de toute façon, qui est surpris de ça? Pas grand monde. Et juste pour terminer, selon les dernières informations, Jean-François Soucas a contacté l'ensemble des joueurs professionnels du TFC pour leur demander s'ils voulaient faire un don. Pas pour les Indians, mais pour les associations qu'ils ont soutenues. Et je pense que dans les prochaines heures, prochains jours, on apprendra qu'il y a on a vu qu'il y avait déjà Max-Alain Gradel, mais via sa fondation, rien à voir avec le TFC. Mais on verra, je pense que quelques joueurs participeront à l'effort du club. Il y en a qui ont déjà participé. Je sais que Baptiste René a donné à la cagnotte des Indians. Je n'ai pas d'infos s'il y en a eu d'autres depuis, mais je sais que Baptiste René avait donné, que comme tu l'as dit, Gradel a aidé en Côte d'Ivoire, où je pense qu'il y a encore plus besoin d'aide que dans un pays comme le nôtre, hein, même si tout n'est pas rose, on a quand même un système de santé qui est plutôt performant. Donc Max-Alain Gradel s'est occupé de son pays d'origine. C'est un bien venu en aide. On a fait un geste pour essayer d'aider son pays d'origine. Donc voilà, je pense que on ne peut pas nier que tout le monde se sent concerné et que tout le monde essaye de faire des choses. Voilà. Il y a Anto qui voulait parler. Ok, mais Vas-y, Anto qui voulait parler. Oui, vas-y, pardon. Oui, pardon, non, je t'en prie. Moi, je voulais juste, je pense que tout a été dit par rapport au geste qui est louable, qu'importe les circonstances ou dans lesquelles ça a été fait, le geste reste louable de base. Je voudrais juste comparer par exemple avec ce qui s'est fait de ce que j'ai vu à Montpellier sur Facebook, où le club avec ses supporters ont lancé une cagnotte commune. Alors bon, je ne dis pas que le TEF et les Indians auraient dû faire ça, ou c'est pas possible malheureusement, mais voilà, à titre de comparaison, je trouve qu'on est beaucoup en retard par rapport à des clubs comme Montpellier sur ce point-là, où les supporters et le club ont su s'unir dans ce moment-là pour lancer la cagnotte commune dans laquelle les joueurs participent, le personnel du club participe, les supporters aussi. Donc, ça donne, disons, une vraie image de club comparé à nous, où on paraît, aux yeux de tous, de l'extérieur, assez divisé. Un air de famille. Elmander dans la surface, 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. On a pas mal de questions apparemment. C'était pas prévu de trop l'évoquer, mais bon, la magie du direct va nous y faire venir. Vincent, il y a des questions par rapport au rachat du club, c'est ça? Oui, énormément de personnes demandent si le rachat est toujours d'actualité, s'il aura toujours lieu malgré la possible descente, si en fonction des futurs droits TV, sur les négociations, tout ça. On a beaucoup de questions sur ce potentiel rachat ou non. JB. Ouais, j'ai 2-3 trucs. Sur le rachat du club, il y a une information qui a été dévoilée là, par la dépêche il y a quelques heures, comme quoi les investisseurs sino-américains étaient toujours intéressés. Mais bon, avec le coronavirus, il y allait avoir probablement un décalage dans le temps des négociations, puisque normalement, là, d'ici une dizaine de jours, on doit arriver au terme de l'accord exclusif qui avait été dévoilé par RMC Sport début mars. Donc normalement, si l'information est toujours bonne de RMC Sport, dans 10 ou 15 jours, on pourrait apprendre la vente officielle du club. Avec le retour dans le jeu de Sadran, je vois mal comment Sadran va les négocier avec Canal+, et dans 10 jours, il va nous dire non mais c'est bon, j'ai vendu le club. Et pour aller un peu plus loin dans ce dossier-là, je vous donne la seule information que j'ai eue, mais c'était avant le coronavirus, donc ça date de début mars. La vente du club était a priori très compromise. Voilà. C'était vraiment, a priori, c'était très compromis, ou en tout cas, le président du TFC a fait comprendre qu'il n'y aurait pas de vente immédiate et peut-être pas à Chien-Li. Je ne sais pas si on dit Chien-Li ou Chien-Li, mais voilà, Chien-Li et à ses acolytes tout de suite. Donc voilà, je vous donne l'information, mais c'était avant le coronavirus, donc ça date d'il y a quasiment maintenant 3-4 semaines.
mois. Il n'était pas convaincu par le projet? J'ai pas plus d'informations que ça, mais ça va quand même dans le sens de, on le voit dans le retour de Canal+, ce serait quand même très surprenant que là, il va négocier avec Canal+, il fasse partie d'un petit comité avec les 8 plus gros présidents de Ligue 1, et dans 10 jours, il nous annonce la vente du club. Ce serait surprenant, mais après, voilà, je vous donne ce que j'ai. À moins qu'il le vende à Canal. C'est pas si surprenant que ça, dans la mesure où de toute façon il restera quand même président jusqu'à la fin de saison. Si la vente a lieu, elle aura lieu à l'intersaison. Il ne va pas y avoir un changement d'organigramme comme ça en cours de saison. Donc voilà. Après, ce qui est certain, c'est que comme tout le monde, hein, tu peux pas mener des négociations dans la mesure où tu peux pas te rencontrer, etc. On sait très bien que dans ces milieux-là, ça négocie en face à face et ça va pas négocier. Ça finalise les choses à distance, mais pour les négociations principales, ça va se mener d'un moment face à face et ça ne va pas passer par des réseaux, etc. Donc, pour le moment, tant que confinement il y a et que les gens ne peuvent pas voyager, il n'y a rien qui bouge, à mon avis, et ils en sont toujours au statu quo d'avant la vente où Sadran a dit qu'il ne vendrait pas aux Chinois, mais on sait très bien que c'est des méthodes qui permettent de faire monter les prix et de se mettre en position de force dans la négociation. Moi, je ne suis pas vendeur, donc c'est vous qui voulez acheter, donc vous paierez plus. Voilà, c'est toujours le même schéma. Donc, c'est difficile là, dans la mesure où plus personne n'a d'infos, puisque plus personne ne sort et plus personne ne peut gratter, d'avancer grand-chose sur le sujet de la vente et du rachat du club. C'est assez compliqué. Ouais, écoutez, on reste dans le flou. Pas très bon signe pour le TFC quand même. Pour préparer la saison prochaine. Alors après, on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Est-ce que ce sera début août, fin août, début septembre, voire même peut-être, certains disent en 2021. Mais la saison prochaine, elle se prépare maintenant. Et plus le club sera potentiellement vendu tard, et on l'a vu avec Nice l'année dernière. Nice s'est vendu dans les dernières heures du mercato et ils se sont chiés dans leur mercato. Il faut une saison un ton en dessous de ce qu'ils voulaient parce que la vente du club a mis beaucoup de temps. C'est la période d'incertitude, déjà elle est très forte pour tous les clubs français, mais pour le TFC vraiment en particulier. C'était un peu aussi ce qu'on avait dit dans l'émission où on avait parlé du rachat, c'est que c'était aussi le danger de la vente tardive du club pour se mettre en place, remettre tout un organigramme, un mercato, etc. Après, avec le coronavirus, c'est sûr que ça remet tout en jeu et là, toutes les cartes sont rabattues, mais bon, on est quand même encore dans le flou. Vas-y, Yves. Mais c'est pour ça que la vente n'était pas tardive, puisqu'elle aurait dû intervenir, si on restait sur le calendrier principal, elle aurait dû intervenir mi-avril avec une fin de championnat un mois et demi plus tard. Et en fait, pour le moment, il n'y a rien qui change dans la mesure où l'objectif est toujours de finir la saison. Donc, ça ne change pas grand-chose, en fait, parce que tout le monde est à l'arrêt, en fait. Il n'y a pas un club qui peut travailler sur des transferts, tout le monde est à l'arrêt. Donc, à partir de là, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la mesure où la crise est mondiale et où tout le monde est concerné, ça rebat les cartes pour tout le monde de la même manière. Donc, en gros, il n'y a rien qui change. Ouais, écoutez, on verra bien. Par rapport à tout ça, de toute manière, on va attendre 10 jours encore, ça JB, pour que ça fasse 45. Et ça faut attendre 10 jours pour qu'on soit à 45 jours. Oui, mais à mon avis, dans 10 jours, on n'aura pas l'information. On va quand même attendre. Messieurs. Alors là, vraiment, si dans 10 jours, ils nous annoncent la vente du club, alors là, c'est quand même un scénario extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu venir en plein coronavirus. Tout est possible. Tout est possible, messieurs. C'est possible aussi que la période de négociation exclusive soit prolongée aussi. Est-ce que c'est possible, ça aussi? Ouais. T'as dit quoi? Non, je demandais si c'était possible, si la période de négociation exclusive elle pouvait être allongée, justement. Bien sûr, c'est un cas exceptionnel. Donc, un cas exceptionnel, mesure exceptionnelle. Dans la mesure où tout est bloqué, où rien ne peut avancer, ils peuvent très bien avoir décidé de proroger la période de négociation dans la mesure où, pour le moment, ils ne peuvent pas négocier. Oui, donc on peut être au point mort et ça peut se décanter Exactement. dans les mois à venir. Exactement. On verra bien. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon.
changer de course dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après, on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Messieurs, on va enchaîner parce que le temps file. Il nous reste encore deux, trois choses à régler, j'ai envie de dire. On va passer sur les tops et les flops de cette saison. Il va falloir en sortir 3 et seulement 3, messieurs. J'insiste bien sur ça, surtout sur les flops, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. Qui veut se lancer en premier là? On n'a pas trop entendu certains. Tiens, Anthony, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux commencer par tes tops et tes flops non, que les tops. On va commencer que par les tops. On va commencer par le point positif et nous expliquer pourquoi, surtout, parce que c'est ça qui va être intéressant. Ça marche. Alors, je vais commencer, je dirais, par Gabriel Sen. Enfin, attention, hein, top entre guillemets, parce que ça me fait mal au cœur de dire ça, de dire des tops de cette année. Vraiment, mais ça me fait bizarre, mais bon. Je vais dire Gabriel Sen pour commencer. Je vais dire Gabriel Sen pour commencer parce que c'est une recrue. Alors, on a été tant déçus par les recrues de l'été qu'on va dire qu'il ne nous a pas déçus, même si il a fait un très très bon début et que sur la fin, à l'image de l'équipe, ça a été de moins en moins performant. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, par rapport à cette année, ça peut être une bonne recrue, entre guillemets, par rapport aux autres, quoi. Ensuite, je dirais Boigard, parce que c'est un des seuls qui a l'amour du maillot, contrairement aux autres. Donc, après, là aussi, entre guillemets, bien sûr, je répète, parce que pour moi, il n'a pas le niveau Ligue 1, comme tous les autres, pardon. C'est pas un joueur de Ligue 1, je dirais Ligue 2, c'est très bien comme ça. Puis d'ailleurs, comparé à l'année dernière, c'est tout à fait compréhensible selon moi. Il était à Pau en national. Je pense que la marche est déjà haute pour faire national Ligue 2. Alors pour faire national Ligue 1, il faut vraiment être sacrément costaud. Alors je pense que voilà, c'est pas le pire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis dans mon top 3 des moins nuls, mais c'est quand même léger. Et pour le troisième top, on va dire, j'hésite entre Diakité, qui est pas trop mal, on va dire, mais bon, ça ferait 2 défenseurs ça ferait 2 défenseurs sur 3 dans mon top 3, alors qu'on est la pire défense de Ligue 1. Donc bon, c'est assez bizarre à dire, c'est assez controversé, mais j'hésite aussi avec René, donc bon, je suis pas très logique. Donc voilà, j'ai fait les tops, je vous laisse les flops et ce sera sans doute plus simple à trouver. Oh, bon, c'est intéressant, on va continuer sur les tops. Est-ce que déjà, quelqu'un n'est pas du tout d'accord avec un de ces tops et changerait un de ces 3 tops là? Nathan, je te vois lever la main. Ouais, non. Après, je suis des 3 tops que j'avais sélectionnés, il y en a 2 avec lesquels j'étais d'accord avec Anthony. Juste quand je trouve que quand il dit que Boigard n'a pas forcément le niveau Ligue 1, je trouve que ça a été justement l'un des seuls qui a montré énormément d'envie, qui a mouillé le maillot et qui a pas souvent été décisif, mais son but à Dijon, je pense que d'ici la fin de la saison, on aurait pu le libérer justement et qu'il aurait pu être encore plus décisif au niveau comptable et pourquoi pas rapporter pas mal de points. Un peu pour le dernier top, j'aurais peut-être ça a été compliqué, j'ai réfléchi. J'aurais dit le début de saison Koulouris, où on s'est dit on a peut-être trouvé un attaquant qui est capable de marquer pas mal de buts, qui pèse sur les défenses, qui a montré énormément d'envie, qui défendait bas aussi, ça on n'avait pas vu depuis un moment. Mais voilà, depuis l'arrivée de Comboiré, on l'a un peu perdu, donc j'aurais dit ça aurait été un top de demi-saison. Mehdi, je t'ai vu lever les sourcils sur Koulouris. Non, pas du tout. Attends, il n'a pas fini son quiz. Ouais, il n'a pas fini son quiz. En fait, il se surprenait sur ses questions. Non. Et en plus, vous m'avez surpris parce que moi, le top 3, je l'ai pas fait. Donc, je suis en train de l'improviser. Et je n'étais pas en train du tout de lever les yeux sur ça. Donc, si tu peux passer à un autre, d'accord, je finis mon. Oui, je vais aller en voir un autre, t'inquiète pas. Emmanuel, ton top 3, toi, est-ce que tu valides ce qui a été dit par Nathan et Anthony ou alors tu trouves ça complètement absurde et tu vas en mettre 3 nouveaux Non, j'aurais pris Boigard aussi parce que je trouve que même on a été un peu dur avec lui parce que c'est sa première saison en Ligue 1 déjà. Effectivement, il était en National l'an dernier et je trouve qu'il a plutôt bien passé le palier. Il a eu du mal au début où il était bon que quand il rentrait et puis finalement, au final, c'était un des seuls qui se proposait un peu.
Bon, je ne veux pas le faire passer pour De Bruyne, mais par moment, il a tenté du jeu en une touche. Il a même été un peu plus décisif en fin de saison. Donc moi, je trouve que dans le contexte, alors qu'on n'attendait pas de lui que ce soit un titulaire en puissance, il s'en est vraiment bien sorti. Après, j'ajouterais Diakité, on va dire. Je ne suis pas sûr qu'il ait joué tant que ça. Il a dû faire peut-être 20 matchs, puisqu'il a été blessé quand même. Mais dans le marasme défensif qu'on a connu, je pense que c'était un des plus fiables. Et si on arrive à le garder l'an prochain en Ligue 2, je pense que ça peut vraiment être un taulier. Et je pense il y a pas mal de gens qui ont découvert aussi que c'était clairement pas un latéral. Enfin, moi, je le connaissais pas avant qu'il soit en pro, mais c'était une idée brillante de Casanova de l'avoir lancé à ce poste-là, alors que je pense qu'il a perdu du temps parce que vraiment, ça peut être un défenseur central très costaud. Je sais pas jusqu'où il peut aller, mais en tout cas, en Ligue 2, il nous ferait beaucoup de bien. Et en 3, j'avais pensé à Koulouris, ça fait un peu chier, mais il a quand même fait, on va dire, une première moitié de saison qui était très correcte. Et c'était quand même un peu inattendu parce qu'on ne savait pas trop d'où il venait. Enfin, de Grèce, c'est quand même un championnat très inférieur au nôtre. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un neuf qui avait suscité autant d'espoir. Donc, ne serait-ce que pour ça, je le mets. Et puis, je pense que ce n'est pas tellement sa faute. Ensuite, il s'est vautré parce que c'est toute l'équipe qui s'est effondrée. Et puis, il a moins joué. Il est entré dans des matchs galères. Quand tu entres à Amiens à la 70e minute, c'est difficile de se montrer. Donc, j'aurais dit Koulouris, mais j'ai bien peur qu'on ne garde pas non plus la saison prochaine. On a un peu les mêmes joueurs qui ressortent pour le moment. Je dis bien pour le moment. Je vais aller me retourner vers Vincent et après on aura Yves et JB pour finir en beauté. Sur les réseaux, les noms qui sortent le plus, c'est ceux qui ont déjà été évoqués. On a du Boisgard, du Koné, Diakité. Gabriel Sen sort aussi quelques fois. On a aussi Koné, on a pas mal de jeunes. Sinon, je vais vous donner Koulouris aussi qui sort quelques fois. Après, pour du coup, mes 3 tops, le premier, c'est clairement le mental des supporters toulousains parce que se faire chambrer H24 sur tous les réseaux, tous les jours, sur n'importe quelle page, même des gens qui ne suivent pas le foot et ne pas s'énerver, il faut le faire. Le deuxième top, c'est les filets du stadium qui arrivent quand même à tenir debout malgré tous les buts encaissés. Donc, respect à eux. Et le dernier top, c'est la clairvoyance de Soji qui est parti au bon moment et respect à lui. Franchement, si tu as les 6 chiffres du loto, je suis preneur. Appelle-moi. Oh, t'es un génie, putain. N'empêche, pour Soji, c'est vrai que c'est pas mal parce que le mec, il a senti le vent venir quand même. Bref, allez, Yves, pour enchaîner après ça, on terminera avec JB. Mon top 3, je te le fais dans l'ordre. Donc en 3, j'ai mis Denis Zanko parce que réussir à faire pire qu'Antoine Comboiré, c'était quand même vachement compliqué. En 2, j'ai mis Jacques Telière parce que lui est toujours là, il tient toujours la baraque. Voilà. Et en 1, j'ai envie de mettre la cellule de renseignement Gestapo du TFC parce que c'est elle qui a le meilleur rendement cette saison. Alors, on est sur dernier live, tous ensemble. On est sur des vrais tops là. JB, je te laisse finir le top du coup. Allez, enchaîne-moi sur ça, cadeau. Non, mais ils ont raison. C'est vrai qu'en vrai, en top 1, les supporters du TF qui étaient là, qui sont toujours fidèles et qui sont même prêts à se dire que finalement, on pourrait rester en Ligue 1 et ce serait cool, etc. Mais ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle émission parce qu'il y a quand même pas mal à dire sur ça. Et je pense que ce serait une catastrophe qu'on reste en Ligue 1 à moyen terme pour le club. Ça, c'est un autre débat. Je vais mettre, je sais pas, en fait, on voit tous que c'est compliqué de sortir un bon joueur. En fait, il y a personne en fait finalement qui a la moyenne. J'ai quand même globalement apprécié les performances de Bafodé Diakité. Alors, on reste sur une impression mitigée parce qu'avec la superbe clairvoyance de Denis Zanko qui l'a remis au poste de latéral droit pendant 1 mois durant l'absence de Steven Moreira et de Kelvin Amian, il a joué latéral droit, mais c'est pas son poste. Mais quand même, quand il a joué en défense centrale, notre meilleur défenseur central de cette saison, c'était Bafodé Diakité. Et sans lui, il a été longtemps absent pour une blessure. On a clairement pataugé. On a lancé Rogel un peu rapidement après sa blessure quand même à l'épaule. Et pour moi, c'est l'avenir du TEF en défense, en espérant qu'il reste la saison prochaine. En 2, je ne sais pas si c'est en 2, enfin, c'est difficile en fait de faire un top 3 classé, mais je vais mettre Quentin Boigard. Je vais mettre Quentin Boigard parce que c'est le pitchoun qu'on aime voir. En fait,
Quentin Boigard et même Bafo Diakité, c'est les histoires qu'on aime, nous, en tant que supporters du TEF. On aime les joueurs formés au club, on aime les joueurs qui bandent pour le TFC et pour ce maillot. Et on voit que clairement, ce gamin, il aime le club. Je pense que même au fond de lui, il est enragé de voir ce qui se passe au sein du TFC. C'est encore irrégulier, c'est encore un peu immature sur le terrain. C'est pas assez... il n'est pas encore dans la finition. On ne sait même pas si son meilleur poste, c'est ailier gauche ou milieu axial. Bon, mais ça, c'est aussi la faute de ses entraîneurs. Mais oui, c'est sûr que dans cet effectif-là, il ressort clairement. Et après, j'ai envie de dire Manu Koné. On sent qu'il y a un potentiel énorme dans ce joueur. Il n'a pas fait un match extraordinaire encore au TFC. Il est peut-être passé même à travers certains matchs. Il a d'ailleurs été expulsé à Nantes, de mémoire, c'était. Mais on sent qu'il y a un potentiel exceptionnel et ce serait vraiment dommage de le voir partir cet été si on descend en Ligue 2 sans qu'il ait vraiment pu exploiter au moins 50, 60, 70% de ce potentiel qui est énorme sous notre maillot. Je pense qu'on est tous unanimes pour mettre Quentin Boigard dans les belles révélations dans le top toulousain. Diakité aussi, qui est quand même souvent revenu. Et après, on va tourner, on va dire que les supporters vont terminer ce classement parce que je pense que là, on est tous unanimes pour dire qu'on a tous été courageux de continuer à suivre nos joueurs violets chaque week-end. Moi, je suis quand même très surpris que personne ne m'ait mentionné Wesley Saïd. C'est un crack, ce joueur. Combien va le vendre, celui-là? Alors là, du coup, tu lances les flops, c'est ça? Exactement, tu as tout compris. On part sur les flops, messieurs. Sur les flops, ouais. Pour répondre juste à Wesley Saïd, moi, je ne vais pas le mettre dans mes flops et je vais t'expliquer pourquoi. On est tous déçus, il a tous été mauvais. Mais je ne vais pas le mettre dans les grands flops parce que Wesley Saïd, il est arrivé en retard. Il n'a pas eu de préparation physique. Il est arrivé au moment où le TFC était dans une catastrophe au niveau de la prépa physique, puisque je vous rappelle que l'été dernier, on a eu quand même 3 préparateurs physiques différents. Il y a eu Denis Valour qui est parti, qui a été remplacé par un mec du centre de formation. Puis après, il y a eu Simon Collinet qui est arrivé en même temps. Enfin, c'était catastrophique avec Casanova l'été dernier, la préparation physique. Donc, il est arrivé, pendant un mois, il était solo à s'entraîner parce qu'il voulait venir au TFC, paix à son âme. Il est arrivé à Toulouse dans un club où il n'y avait aucune prépa physique. Et puis après, il s'est rapidement blessé. Il est revenu, puis il s'est reblessé. Donc, finalement, est-ce que ces mauvaises performances, c'est aussi, je pense, en grande partie à cause de sa préparation physique ratée. Et on le sait, quand on rate une prépa physique l'été, ça résulte très souvent sur une mauvaise saison. Ça résulte sur une mauvaise saison pour le TFC et pour Wesley Saïd en particulier. Ça se défend. Ça se défend totalement. Enchaîne, JB1, on continue sur mes flops. Je vais mettre certains joueurs en fait ensemble parce que ça a un lien. Je vais mettre Rogel et Isimat Mirin. Pourquoi je vais mettre Rogel et Rogel et Isimat Mirin parce qu'ils ont fait des erreurs catastrophiques qui ont coûté des buts directs au TFC. Et quand tu te dis que on se replace fin juillet dernier, on va lancer la saison et on est prêt à lancer la saison avec Augustine Rogel en tant que titulaire au sein du TFC. Tu te dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est pas lui le coupable non plus. Tout le monde lui est tombé dessus, mais au final, c'est pas lui, c'est la défaillance de la cellule de recrutement. Lui, moi, exactement. Attention sur Rogel. Je rappelle à tout le monde que pendant les matchs amicaux, tout le monde le notait comme une satisfaction. Hein. Il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Il a été noté comme une satisfaction par beaucoup de monde et beaucoup de monde disait qu'il ferait du bien avec sa grinta. Voilà, après, Rogel, il a payé le fait. Il a joué 35 minutes, il s'est pété. Et derrière, on lui a demandé de revenir immédiatement après sa blessure parce qu'il n'y avait personne. Et il n'a pas fait un seul match avec le même coéquipier en défense centrale. Quand tu sais que le plus important à ce poste-là, c'est les automatismes entre les deux sur les couvertures, etc. Quand tu ne parles pas la langue, que tu ne comprends pas le schéma tactique et qu'en plus on te rebalance alors que tu es à court de prépa et à court de tout, on ne va pas dire qu'on l'a mis dans les plus grandes facilités pour pouvoir s'adapter et réussir quelque chose. Et puis il revient et c'est ça bombe. Malheureusement, ça le tue psychologiquement. Quoi. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que tu sens quand même que ce joueur-là a le potentiel pour évoluer en Ligue 1? J'en sais rien. J'aimerais bien le voir réellement dans des vraies bonnes conditions. Tu vois, avec une préparation qui a été satisfaisante et une stabilité avec quelqu'un à côté d'un peu sécurisant. Parce que là, je vais te reprendre ce que m'a dit Comboiré à un moment où on l'a interpellé. Il nous dit, mais attendez, vous vous rendez compte quand même que je suis en train d'espérer
qu'un gamin de 18 ans, en parlant de Diakité, puisse revenir pour jouer en défense centrale, parce qu'à ce moment-là, il n'avait même plus de défenseur central. Donc voilà, donc à partir de là, il y a aussi ça derrière. Moi, j'ai pas envie de tomber sur. D'ailleurs, je ferai mes flops après, mais moi, j'ai pas envie de tomber sur des joueurs en particulier. Je pense que les énormes flops, ils sont totalement ailleurs. Oui, mais ça, on est d'accord. Mais... Tout dépend comment on situe le flop, messieurs, hein, parce que la définition du flop, on peut en avoir plusieurs et chacun peut avoir sa propre définition. Mais mon flop, vas-y. Mon premier flop et celui qui amène là, c'est l'absence totale de direction sportive depuis des années au sein du club. Point barre. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça pour dire que c'est un flop. Deuxième flop, la cellule de recrutement qui des fois fait des joueurs, on peut parler de Rogel par exemple, fait des joueurs pour faire des joueurs. Alors, pour quelles raisons? Qui a à s'y retrouver? On sait que les agents mettent pression sur les clubs pour qu'il y ait des transferts parce qu'il y a des billets à se faire, etc. Et on sait qu'il y a des joueurs qui changent de club alors qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas désirés, ils ne joueront pas, etc. Donc ça, c'est d'énormes flops. Voilà, les énormes flops, pour moi, ils sont là. Et le dernier flop, c'est la nouvelle mode du TFC de céder à la panique totale et de faire des choix toujours dans l'urgence en dépit du bon sens. On notera les 3 changements d'entraîneur, par exemple, voilà, qui sont symptomatiques des choses. Et on se rend compte au final qu'en fait, si on avait continué la saison avec Casanova sur le rythme qu'il avait pris, on aurait beaucoup plus de points que ce qu'on a à l'heure actuelle. Ça, je pense vraiment pas, parce que pour le coup, Casanova, il a bénéficié d'un début de saison où le calendrier il était vraiment cadeau. Et on a perdu des points bêtement à domicile. J'ai plus les équipes en tête. Je sais qu'on a ces 2 victoires contre Dijon et Amiens. Le reste du temps, c'était déjà affligeant du point de vue du jeu. On avait bien compris les limites de l'effectif tel qu'il était. Il y avait eu ces problèmes de préparateur physique. Donc, je pense que même avec Casanova, avec en plus toutes les limites qu'il a en tant que meneur d'hommes, on y serait allé tout droit. Peut-être pas dans ses proportions, mais... Pas dans ses proportions. Je te dis pas qu'on n'y allait pas. Je te dis juste que ça aurait pas été dans les proportions qu'on a là. Enfin, si on rappelle les résultats, 4 points pour Comboiré, 1 point pour Zanko. Il aurait eu du mal quand même à faire pire. Hein. Il aurait eu du mal à faire pire, je le dis honnêtement. Hein. C'est clairement. Bon, c'est pas le débat, messieurs, mais bon, c'est vrai que ça sera toujours. C'est 0 quand même. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué tout ça. Bon, Emmanuel, tiens, toi, tes flops pour toi cette saison, tu nous as mis qui? Je vais essayer d'être un peu original, je vais mettre les 2 latéraux, puisqu'on a beaucoup fait une fixette sur la défense centrale, mais finalement, quand on voit les buts qu'on prend, ils ne sont pas toujours directement impliqués. Et bon, si là, on savait ses limites, moi je pensais qu'il ferait une meilleure saison, parce que l'an dernier, il a été pas du tout flamboyant, parce que c'est du Silla, mais il a été correct. Le meilleur Toulousain l'an dernier. Le meilleur Toulousain l'année dernière, exactement. On veut pire, on va dire. Cette saison, je l'ai trouvé catastrophique, je n'ai pas souvenir d'un match où il a été au niveau. Et de l'autre côté, Amiens, c'est peut-être pour moi la plus grosse déception. Je trouve qu'on est un peu indulgent avec lui parce qu'il avait soulevé des espoirs quand même. Je me rappelle quand Duprat a commencé à le lancer, c'était vraiment on trouvait qu'il avait des limites parce qu'il n'apportait pas assez offensivement, mais derrière, c'était un mec qui tenait. Et c'est que par moment, on l'a mis dans l'axe. Et finalement, il a été nullissime, quoi. Et j'ai l'impression aussi qu'il a prouvé un peu sa faiblesse mentale, même si je ne veux pas l'accabler parce que lui aussi. Il doit en avoir marre d'être dans un club comme ça, parce que clairement, il a un potentiel pour être au-dessus. Mais quand tu arrives à te faire mettre sur le banc par Morera, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc voilà. Et pour finir, je dirais vainqueur, même si c'est pas très original. Je pense que tout le monde va le nommer après. Mais quand il a signé, je pensais vraiment qu'on tenait un milieu qui pourrait aller un peu au charbon au milieu et aussi faire office peut-être de leader dans le vestiaire. Au final, il a certainement pas été un leader dans le vestiaire apparemment, parce qu'il n'avait pas grand-chose à faire du destin du club. Et puis sur le terrain, bon, non seulement il marchait, mais en plus, au bout d'une demi-heure, il était cuit. Et il y a plein de buts qu'on prend où on le voit marcher, pas revenir. Et puis il n'a pas été influent quand il avait la balle, donc flop total. Mehdi, tes flops, tu les as ou tu es encore en train de les préparer? Il faut qu'on revienne plus tard pour savoir. Non, c'est bon. Le premier, c'est parce que je croyais beaucoup en lui, que je l'aimais beaucoup. C'est Genshoji, parce que le patron de la défense qu'on attendait depuis
depuis très longtemps, peut-être même depuis, je ne veux pas dire de bêtises, mais Mauro Seto, Ayman Abdenour, tout ça, là, bah, ça pouvait être lui potentiellement et ça ne l'a pas fait pour plein de raisons. Moi, je croyais beaucoup en lui. Donc, ouais, déçu. Pour moi, c'est un énorme flop qui sont repartis 3 cacahuètes au pays. Voilà. Ensuite, Mathieu Dossevi, parce que je pensais que l'année dernière, il avait pris ses marques et ben, que cette année, il allait prendre l'équipe en main. D'autant plus que Gradel s'est blessé aussi pendant un petit moment en décembre. Et c'est à ce moment-là où on aurait pu l'attendre. Et au final, ce qu'on a vu, ben, c'est qu'il regardait des matchs sur le banc. Voilà. Donc, pour moi, c'est une énorme déception parce que je pensais vraiment que c'était quelqu'un de bien, d'impliqué et je croyais beaucoup à ça et c'est peut-être le cas, mais il a commis des erreurs qui sont assez impardonnables. Et le dernier, c'est parce que, alors peut-être que c'est sa nonchalance, etc. Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est Wesley Saïd. Parce que moi, tous ces mecs-là, maintenant, à l'heure actuelle, dans le foot, là, qui sont en dilettante en permanence, ça me gave, mais je n'en peux plus, On voit qu'il a d'énormes qualités. Wesley Saïd, s'il se bougeait un peu le cul, il n'a rien à foutre au TFC. C'est un joueur qui devrait jouer largement au-dessus. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Peut-être après qu'il a ses raisons. Et voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'il y a des soucis d'intégration, j'en sais rien. Mais voilà, moi, il me laisse beaucoup sur ma faim. Et je pensais même, moi, sur les deux, trois qualités que je lui avais vues, que presque Gradel, encore une fois, Gradel, on le verrait peut-être un petit peu moins. Il allait se reposer. Au final, on a oublié, quand il est là, de se reposer sur Gradel. Donc voilà mes 3. Merci, mon petit Mehdi. Anthony, tes 3 flops. Oui, bon, je ne vais pas être très original. Je pense que tout a été dit, mais moi, de mon avis, les trois pires, j'ai noté Rogel qui n'a pas le niveau du foot français. Je le mettrais même dans les flops 3 du championnat, je pense. Même si je ne suis pas trop intéressé aux autres équipes, je pense qu'il n'y a pas pire que ça en Ligue 1. Ensuite, je mettrais Morera, que j'aime pourtant de base, que j'aime bien, mais qui, mentalement surtout, je pense, bien plus que techniquement, même si c'est là, il n'y a pas grand-chose à noter. Mentalement, quand on voit le carton rouge qu'il prend par exemple à Nice, c'est pas tolérable à ce niveau-là de prendre des cartons comme ça ou autre et il ne peut pas postuler une place en Ligue 1. Quoi. C'était Adam Ounas en face, il a une excuse. Ah, c'était bon. Ounas en face. Pardon, je n'avais pas noté ça, alors j'excuse, pardon. Et enfin, vainqueur, parce que comme Emmanuel le disait, j'avais beaucoup d'espoir, ce serait un grand mot, mais j'avais quelques espoirs sur lui, comme quoi il pouvait apporter, au moins dans le vestiaire, quelque chose au TFC, mais voilà, c'est le tracteur du milieu de terrain qui rafle pas un ballon, qui apporte rien, tout simplement. Voilà. Et malheureusement, on est obligé de se coltiner ça en tant que milieu titulaire aujourd'hui. Donc bon, c'est malheureux. Merci Anto. Ben ouais, je pense que c'est un peu toujours la même sauce, hein, les mêmes joueurs qui ressortent. Nathan, tu n'as pas encore… je ne vais pas faire original. Alors, il y en a certains qui ont cité les latéraux, d'autres qui ont cité les axiaux. Donc, moi, je vais citer la défense entière, en fait. C'est vrai que c'était le secteur défaillant l'année dernière et les choses n'ont pas été faites justement pour combler ce déficit-là. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus. Je pense qu'on a tout dit déjà sur les manquements de cette défense. Ensuite, je vais parler de Dossevi. Je vais rejoindre un peu ce que disait Mehdi. C'était quand même un leader qu'on attendait. Il a pu prendre ses marques. Il était décisif l'année dernière. Il a fait un début de saison qui n'était pas non plus catastrophique. Mais au fur et à mesure, il s'est éteint et à l'image de son histoire avec le téléphone portable, il s'est totalement effacé du club, quoi. Donc, pour ça, il rentre pour moi dans les flops. Et derrière, je vais dire Wesley Saïd aussi, qui a été le plus gros investissement du club, qui certes n'a pas eu de préparation physique à l'intersaison, mais on le sent nonchalant, on sent qu'il n'a pas envie de mouiller le maillot. Mais après, je suis toujours persuadé que c'est un super bon joueur. Mais voilà, qui marche aussi à la confiance, qui n'a pas marqué le but qu'il fallait quand il fallait. Et voilà, mes petits flops. Ok.
Vincent, tes flops ou et ceux aussi qui ont été nommés sur les réseaux, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, sur les commentaires de la vidéo, honnêtement, on va être à peu près à 70% de l'effectif qui a été cité au moins une fois. Ce qui revient souvent, c'est les dirigeants, la cellule de recrutement, les coachs. Mais on a aussi quelques joueurs qui n'ont pas été cités, il me semble, par vous. Il y a Sangaré qui ressort. On a Leia aussi, quelques fois, qui ressort. Et sinon, globalement, la défense sort pas mal de fois. On a aussi Gradel qui est sorti quelques fois. Et les leaders de l'an dernier qui n'ont pas assumé leur rôle cette année. Voilà, pour résumer ce qui sort en commentaire. Ouais, moi, je suis étonné, tu vois, Sangaré, je l'avais mis dans mes flops, que personne ne l'ait cité, parce que pour moi, c'était vraiment le mec, enfin, pour le flop, c'était vraiment lui qui le représentait le mieux, quoi. Un garçon avec du potentiel qui devait un peu, pas casser la baraque, mais tenir le milieu de terrain, qui était jeune, mais plus si jeune que ça, parce qu'il avait acquis de l'expérience. Il aurait dû vraiment prendre un peu plus de poids et waouh, on a parlé de vainqueur qui était un papier au milieu de terrain, mais des fois, Sangaré, les gars, c'était pas non plus très, 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 très beau à voir jouer. Le nombre de ballons qu'il perd, on prend des buts sur des pertes de balles de Sangaré, il y en a un paquet quand même. Il y en a un paquet. Ouais, mais ça fait un moment qu'il était déjà moins bien. La deuxième partie de saison, après sa blessure au pied l'an dernier, on voyait déjà que son niveau avait baissé. Alors oui, on aurait pu en attendre plus, mais Sangaré, au final, c'est le début de saison, la saison dernière, mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Je me demande si on l'a pas un peu vite monté, ce mec, parce qu'il a fait 6 bons mois. Et après, c'est une déception depuis 2 saisons, en fait. Ouais, ça reste un bon joueur à l'échelle du TFC, quand même. Hein. Ouais. À l'échelle du TFC. On en attend mieux, on en attend quand même beaucoup mieux de lui, même si c'est pas non plus El Craquito, hein, on va pas se mentir. Mais ça aurait pu être un bon milieu relayeur de Ligue 1. Il est jamais réellement revenu de sa blessure, quoi, en plus. Il a toujours, de quoi il est jamais réellement revenu de sa blessure. Il a toujours fait des matchs pas aboutis. Il n'y a aucun match référence depuis son retour de. Il a fait quand même un bon match. Et c'est là où tu te dis, ça fait chier parce que finalement, c'est peut-être un des moins mauvais matchs de la saison. C'était à Marseille au Vélodrome, où il a quand même régné sur le milieu de terrain. Alors peut-être qu'en face, Marseille s'en foutait de ce match. Bon, en tout cas, si on regarde le point de vue du TFC, tu te dis, avec un Sangaré à ce niveau-là, ou en tout cas plus régulier tout au long de la saison, forcément au milieu de terrain, le moteur, il aurait été différent. C'est symptomatique de ce qui arrive au club parce qu'il a, on va dire, sur sa première action à Marseille, il lance Leia en profondeur. Donc déjà, il marque le tempo. Et c'est un joueur aussi qui marche énormément à la confiance. À partir du moment où il fait 2-3 bons enchaînements, derrière, il peut faire un match énorme. Yves, tu voulais réagir? Ouais, mais Sangaré, c'est comme beaucoup. Tu en attends mieux, mais il y a largement pire dans l'effectif. Et après, il y a des joueurs sur lesquels, en fait, les attentes sont trompeuses parce que les erreurs ont été faites au recrutement. Quand on parle de vainqueur comme un leader, vainqueur, quand tu discutes avec lui, c'est pas vrai qu'il en a rien à foutre de la situation du club. C'est un mec qui est très posé, très réfléchi et quand tu discutes avec lui, il se pose vraiment des questions et il cherche vraiment des solutions. Après, l'erreur, ça a été de recruter vainqueur et de le présenter comme un leader. Il n'a absolument pas le tempérament ni le caractère pour être un leader. D'ailleurs, il n'y a aucun joueur dans ce club qui a le tempérament et le caractère pour être un leader, à part Baptiste René, mais je vais être méchant avec lui. Baptiste René, c'est un peu d'intelligence que ça manque par derrière. Ça manque un peu d'intelligence et donc voilà. Mais le mec en veut. Mais voilà, après, on l'a vu dans les déclarations. Tu as eu des déclarations de Morera où tu sens que le mec en agro, il en a sur la patate, mais c'est pareil, il est incapable de le transmettre aux autres. Et voilà. Et l'énorme problème, c'est que ça fait plusieurs saisons, il n'y a personne pour taper du poing sur la table. Quand tu vois que en capitaine, tu as Gradel qui est très individualiste. Et les vice-capitaines, c'est Dosevi. Alors, niveau caractère, Dosevi, il est transparent. Et William Vainqueur qui est transparent aussi. Donc, à partir de ce moment-là, comment tu veux redresser les choses quand ça tourne mal? Et c'est symptomatique des 5-6 dernières saisons du TFC où on a toujours ce problème de trouver un vrai leader qui n'existe pas. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, et tu parlais de la cellule de recrutement, globalement de la direction du TFC, il y a une erreur majeure qui a été commise et avant même le début de cette saison et même avant même le mercato de l'année dernière, c'était le départ de Yannick Cahuzac qui voulait rester au TFC. Oui, il était… Je ne sais même pas s'il a encore le niveau de Ligue 1, Yannick Cahuzac, mais il a porté quelque chose dans le vestiaire et il savait qu'il n'allait pas faire
38 matchs de Ligue 1 cette saison. Et il apportait quelque chose, cette niaque, cette expérience. Il était dans un rôle parfait, comme on a eu à un moment donné Panchi Siriex. Voilà. Et il apportait cette valeur qui manque cruellement au TFC. Et quand tu lui en parles, ou quand il a fait l'interview dont on a fait, c'était il y a quelques mois, il dit « Mais moi, je voulais rester. Moi, je voulais rester. » Sauf qu'en fait, j'arrivais en fin de contrat et le club ne m'avait rien proposé. Et Lens est arrivé avec un contrat. Bah, le mec, il n'a pas envie d'être au chômage. Il a 36 ou 37 ans. On lui propose un projet sympa. Le TEF ne se réveille pas. Ou en tout cas, encore une fois, trop tard. Et donc, il a fini à Lens. Mais c'était le début de la fin. Parce que Mais tu vois, c'est là où c'est hyper caricatural. C'est que tu compares Cahuzac à Siriex. Siriex est toujours là. Mais il n'a pas su conserver ce rôle-là alors que en tant que coordinateur sportif, c'est un peu lui aussi qui en gros a le poste de directeur sportif au TEF et c'est à lui de venir intervenir, taper du poing sur la table, etc. Oui, sauf entre sportif et homme de bureau, parfois… Voilà, mais tu vois ce que je veux dire, ce caractère-là qu'il avait dans le vestiaire, lui aurait pu le conserver et il l'a totalement perdu. Oui, mais tu as tout à fait raison. Il y a Manu qui voulait intervenir, les gars. Ouais, sur l'avantage de Cahuzac par rapport à Siriex, c'est qu'il était un peu extérieur au club et je pense que ça lui donnait peut-être un peu plus de poids parce que Siriex, il s'est un peu rentré dans toute cette bande de mecs qui traînent au club depuis 10-15 ans, enfin depuis qu'on est en Ligue 1. Cahuzac, il est arrivé, il me semble qu'il avait tapé du poing sur la table sur le fait qu'il n'y avait pas de réunion avec les supporters avant le début de saison. Et donc, il avait c'est un peu paradoxal, mais il avait une légitimité liée au fait que c'était pas un mec du club, quoi. Donc, il avait un regard nouveau et il me semble qu'il apportait ça aussi. Alors que Siriex, il est un peu dans l'entre-soi de l'équipe dirigeante, quoi. Il y a sur les réseaux sociaux, il y a un message de… je crois que c'est Nicolas Pinel. Il écrit juste un truc pour synthétiser. On est nuls partout, les gars. Bah non, regarde les Indians. C'est peut-être la seule chose qui reste encore de bien dans ce club avec cette cagnotte magnifique qu'ils nous ont faite. Et cette émission partout. Et cette émission, en effet. On est presque nuls partout. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Ouais. Bon, mais messieurs, pour terminer quand même sur une belle note et pour vous montrer qu'on n'est pas nuls partout, je crois que ça va être à Mehdi. Et là, Mehdi, je te souhaite vraiment bonne chance parce que ça va être la foire, voire la jungle pour ce quiz avec 9 chroniqueurs et en visio, mon pote. 8 et avec un téléphone qui sonne. Allez. C'était mes grands-parents. Ils vont me rappeler, hein, vous inquiétez pas. C'est pour te donner les réponses. Alors là, je sais absolument pas comment on pourrait s'organiser. Ça va être le bazar. On assume que ça va être le bazar. On part là-dessus. Ça vous va ou pas? Vas-y. Si tu veux. Allez. C'est toi l'organisateur, donc si c'est le merdier, c'est de ta faute. J'assume, pas de soucis. Ça sera le bordel. Ça sera le bordel. Tu peux faire des duels au pire, Mehdi. Tu fais des équipes et tu fais des duels sinon. Ah, c'est pas con ça. Sauf que moi, j'ai pas la même vision que toi là des gens. Donc pour faire les équipes, c'est compliqué. Non, mais vas-y, fais le bordel. C'est full dawa, de toute façon. On va pas s'emmerder. J'aurais dû le faire Allez. avant. Tant pis pour Ce ma sera gueule. pas plus incohérent que la défense du TEF depuis le début de l'année. Alors, première question. Donc, comme d'habitude, ça tourne un peu autour de la même chose, des parcours de joueurs, des je suis, des questions sur le club. Première question, vous pouvez répondre, ça va être la foire. C'est un parcours de joueurs. Normalement, ça devrait fuser. C'est juste pour vous mettre en jambe. Anderlecht, Zulte Waregem, Leia Iseka, Auré, JB. JB, ouais. Leia. Ouais. C'est juste pour se mettre en jambe. J'ai le seum, je le dis de suite. Il a juste crié plus fort que moi. Le deuxième, c'est une personne qu'il faut trouver. Voilà, je vais vous donner une description. Il faut le trouver. Je suis né à Romans-sur-Isère le 28 octobre 1990. Je précise que tout tourne autour du TFC. Il y a Baptiste René. Pas René? Exactement, Baptiste René. Il connaît les lieux de naissance de tous les joueurs du TFC.
Ça craint quand même. Non, mais il y a un confinement par là-bas. Il a mis sur Instagram. J'ai vu ça passer aussi. Bien vu, bien vu. Troisième question. Ben Yedder donc, a débarqué au TFC en 2010 et il a marqué son premier but que le 21 avril 2012. Mais c'est contre qui? Et bien Antonio Gaillard. Putain, mais bien joué. Nathan l'avait avant, il l'a dit avant, je vais. Ouais. Bien joué Nathan. Nathan sur tous ces trucs-là. Hein. Ah ouais, incollable. Je vais vous amener l'année dernière, la saison dernière, le TFC Saint-Etienne, le 3-2, on s'en souvient tous, où il y a les 3 magnifiques erreurs et je me suis refait le résumé du match. Quel courage. Est-ce que vous vous souvenez de 2 buteurs toulousains? Thomas et Gradel. Ouais, Gradel. Exactement, ouais. Durmaz et Gradel. D'ailleurs, c'était Gradel et Durmaz. Oui, c'est dans ce ordre-là, la magnifique frappe de Gradel dans la lucarne. 5e question. Après ce match, donc face à Saint-Etienne, le TFC, il regagne qu'à la 16e journée face à Reims. C'est qui avait marqué à Reims? On a gagné 1-0. Silla. Qui c'est qui l'a dit en premier? C'est le bordel. Il y a Nathan et il y en a un autre. Il y a Nathan et Camille. C'est Nathan et Camille. Ouais, c'est les deux. Et même, parce que même que Silla, il marque toujours les mercredis en décembre, sur les matchs du mercredi à 19h en décembre. Il a marqué pas ça, Nantes, un mercredi aussi, comme ça. Ah, tu te souviens le jour aussi? Ouais, non, mais on regarde, c'est de vraies stats, mec. Hein. Je crois que c'est ça, c'est un mercredi en semaine. Oui, c'est sûr. On était en train de faire un live dans un urban, même, nous. Donc, c'est pour ça que je peux te dire. Lors de ce match, qui fait sa première apparition à l'ETF? Bafodé Diakité. Bafodé Diakité. Exactement, j'y vais. J'essaye de noter les points un petit peu en même temps. Je fais ça à peu près sérieusement. On met tout sur la dernière, de toute façon. Ouais. Non, mais ouais. On va revenir un petit peu en arrière. En 2010-2011, qui porte le numéro 10 au TFC? Bergogneau. Non. Gignac? Non. Zébina? Yanis Tafer? Non, j'ai toujours pas entendu le nom. Santander? Non. Là, il avait. Non. Non. Braten? Paulo Machado? Tabanou? Non. Tabanou, Camille. Oh, joli. Et en 2006-2007, qui c'est qu'il avait le 10? En quoi? En 2006-2007. Fabien, non, pas Fabien. Bergogneau. Bergogneau, ouais. 2006, sur la photo de JB derrière. En Non, 2006. non. Santos. Non. Et... Ah non, il n'a pas. Putain, le numéro 10. Attends. Ah, Et Mana? Non, il avait le 20. Quel poste? C'était un milieu de terrain. C'est pas le plus connu. Fabinho? Non. Non, il avait le 6. C'était un milieu de terrain, plutôt un 8. C'était pas Emana? Non, Emana, il avait le 20. T'as dit qu'il avait le 10, c'est pas le 8. Pas sérieux quand même. Numéro 8. C'était pas Bergogneau? Non, en 2006-2007, Bergogneau, je suis pas sûr qu'il soit là déjà. Ah si, il est en slip. Pour moi, c'est Bergogneau. Hein. Non, le 10. Moi, je trouvais ça honteux qu'il ait le 10 d'ailleurs, ce joueur. C'était un milieu, alors je veux pas dire de conneries, je crois qu'il a joué à Lorient derrière. À Lorient? Je sais plus, j'ai plus son parcours en tête. Alors, si en plus tu nous mets des pièges dans les indices. Mais est-ce que t'as vérifié des là, choses? je crois que tu vas pouvoir le donner parce qu'on sait tous. Je vais le donner parce que c'est d'après le site du TEF. Moi aussi, ça m'a étonné. Je suis pas allé vérifier. Nabil Taider. En 2006-2007, il est encore au TEF? Je suis en train de vérifier le 10 sur les matchs pendant la saison 2006-2007, c'est Brian Bergogneau. Hein. Alors, je vais te dire un truc. Ça sort du site, tu sais, toute l'histoire du TEF là qu'ils ont fait là. Saison basé sur le site officiel du TFC, quand même, soyons sérieux, dit quand même. Quand même dans une émission sérieuse. J'ai encore fait une erreur, j'ai voulu leur faire confiance, tu vois, mais voilà. Jamais. Parce que moi, c'est fou. Hein. Ouais, mais Bergogneau, c'était sûr que c'était lui. Alors, on va finir avec des parcours de joueurs. Crystal Palace, Ajax Amsterdam. Sanogo. Yaya Sanogo. Oh, yes. Il a joué à l'Ajax, lui. Enfin, il a joué. Il a été prêté à l'Ajax. Ah ouais. Ensuite,
C'est pour visiter les hôpitaux d'Amsterdam. C'est connu les hôpitaux d'Amsterdam. C'est thérapeutique, arrête. Dynamo Moscou, Standard de Liège. Dosevi. Ah non, non, non. Nantes. William Vainqueur. Il n'y en a pas plusieurs qui l'ont dit? Si, moi et JB après. Camille et JB, je crois. Ouais. Ok. Là, ça doit aller vite aussi. Il y a des grands spécialistes. Nathan, je compte sur toi. Je pense que tu vas le trouver celui-là. Ouais, on l'espère. Hein. Osman Mehdi. De quoi? Osman Nispor. Akizar Belediye Sport. Moubélé. Et Non. Cincinnati. Régatin. Régatin. Exactement. J'ai entendu Vincent aussi. Merci. Ouais. Alors, Almeria, Boca Junior, Danubio, Mauro Seto. Peñarol, non. Gunino. Exactement, frérot. Guigno, ouais. Il a joué à Boca? Oh, Gunino. Et apparemment, si on en croit même son Wikipédia, il arrive de Boca. Qui ça? Oui, mais il était en jeune à Boca ou en B. Il ça. n'arrive pas de la A de Boca. C'était quoi la réponse? J'ai pas entendu. Oui, Gunino. non. Ah ouais. Ah ouais. Il y a de la culture, hein. Alors là, par contre, ça va être lent et il y aura des noms. Excusez-moi pour la prononciation. Ajaccio, Astera Tripolis, Kadzia SC, Chengdu Changcheng, Calonis, Giannina, Bastia, Reims, Strasbourg, Marseille. Il a joué au test. Mbia? Mbia? Non. Non? Il avait été prêté au TFC pendant une demi-saison, je crois. Eh ben, c'est Abdesatki. Non, l'autre. Ah, ça y est, Diallo? Ouais, Salim Arash. Ah, putain, ouais. Eh, c'est l'autre. C'est l'autre. Alors là, ça doit aller plus vite. Lens, Le Havre, Châteauroux, Montpellier, Delors. Lyon. Ballon, Marseille. non. Bergogneau? Marseille, Bergogneau, non. Hein. Non, mais j'ai pas entendu Marseille, j'étais sur Marseille, Lyon encore. Marseille, Lyon, Montpellier. Les trois derniers. Ah, Bédimo, non? Bédimon, Nathan. Parfait. Oh, joli. Ah, bien joué. Oui. Alors, il m'en reste deux. Leria, Leixoes, je sais pas comment ça se dit. Zagreb, Doumbia. Machado. Machado. Exactement. Après, Aves, Saint-Etienne, Olympiakos, c'est Porto. C'est qui l'a donné? Vincent, non? Vincent. Ouais, c'est ça. moi. Et alors, le dernier, si vous me le trouvez, c'est un petit plaisir perso. Si vous arrivez à le trouver, c'est trouvable. Hein. Si vous avez suivi le TF là, dans les années dans l'ère Sadran, c'est trouvable, mais c'est un petit plaisir perso. Parce que c'est un joueur que j'aimais bien. Je ne sais absolument pas pourquoi. Nîmes, Boulogne-sur-Mer, Arles, 3, 7. Et il a fini au Puy. Le Puy en Velay. Benjamin Psaume. Exactement, Benjamin Psaume, JB. Ah, je suis bien content qu'il y en ait un qui l'ait trouvé. Un plaisir personnel avec Benjamin Psaume, mec. Elle Et est plaisir chelou, mon pote. Il dit, si tu aimes bien Benjamin Psaume, il est très actif sur Twitter, il suit le site et tout. On peut peut-être lui demander de participer à une prochaine émission. Ah ben, alors là, avec grand plaisir. Parce L'invitation en direct, j'ai envie de dire même. Je le prenais à PES, je le boostais au max et j'ai claqué 50 buts par saison avec Benjamin Psaume. C'est un génie, putain. C'est là où on voit bien pourquoi PES n'était absolument pas réaliste. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! Messieurs, on va remercier tout le monde. On va remercier déjà les gens qui nous ont suivis sur les violets. On va remercier les violets avec Emmanuel, Anthony et JB qui nous ont permis aussi de faire ce live. Merci les amis. On va remercier la feuille de match avec Vincent, Nathan, Mehdi et la 10 avec Yves.
Merci les gars de cette petite heure et demie d'émission tous ensemble où on a fait participer un peu tout le monde, on espère avoir éclairci certains sujets pour nos supporters. J'ai envie de vous dire que heureusement on va se revoir, malheureusement ça sera encore en vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, tout le monde. On vous dit à très très vite pour une prochaine émission de la F2M Toulouse. À bientôt!